Je m'appelle Camille, j'ai 24 ans. Ce matin de décembre, le ciel est d'un bleu tranchant au-dessus du petit cimetière de Castellane. L'odeur des cyprès humides se mélange à celle des chrysanthèmes encore frais posés sur les cercueils de mes parents. Le chagrin est là, épais comme la brume qui descend parfois des gorges du Verdon, mais il n'empêche pas ma sœur aînée, Léa, de bouger très vite. À peine la cérémonie terminée, elle fait venir Maître Roux, le notaire de la famille depuis 30 ans, dans la salle des fêtes réquisitionnée pour l'occasion. Les papiers sont déjà prêts sur la grande table en bois ciré, comme si quelqu'un avait anticipé chaque signature bien avant que les cloches sonnent le glas. Léa porte un manteau cachemire anthracite, des escarpins vernis qui claquent sur le carrelage, et un parfum cher qui jure avec l'odeur de café tiède servi dans des gobelets en plastique. La Bastide en pierre ocre perchée au-dessus de Grasse, celle où nous avons grandi, celle que papa et maman ont retapée pierre par pierre pendant des décennies, devient sa propriété en moins d'une heure. Les comptes épargne, les assurances vie, les parts dans la petite société d'huiles essentielles bio que papa avait lancée, tout passe de son côté. Je reste assise, les mains crispées sur les accoudoirs d'une chaise trop dure, à écouter Maître Roux expliquer les clauses d'une voix neutre, presque mécanique. Quand il a fini, Léa pousse vers moi une chemise cartonnée jaunie. Dedans, un acte de propriété taché d'humidité. Une ancienne magnanerie abandonnée, perdue dans une vallée étroite des hautes terres de Provence, près de Serranon. Des restanques effondrés, des murets de pierre sèche à moitié écroulés, un vieux mas aux tuiles romanes fendues, une source à moitié tarie. Personne n'y a mis les pieds depuis 15 ans au moins. Et ce n'est pas tout. Assise dans l'ombre de la pièce vitrée attenante au mas, il y a notre grand-mère, Augustine, 83 ans. Elle tremble légèrement sous un châle en laine trop mince. Ses yeux, autrefois d'un bleu vif comme les lavandes de Sceaux, sont voilés, perdus. La maladie a pris son esprit par bribes, et son corps par la faim et le froid qu'on lui a laissé endurer. Léa la regarde à peine. Pour elle, Augustine est devenue un poids, une charge qu'elle refuse de porter dans sa nouvelle vie lyonnaise si brillante. C'est pour toi, Camille. La terre, et elle. Tu sauras bien t'en occuper, non, me lance-t-elle avec ce sourire fin, presque charitable, qui dit exactement le contraire. Je signe sans un mot. Pas par résignation. Par sidération. Quelques jours plus tard, le camion de location que j'ai pris à Manosque franchit le portail rouillé. Le Mistral souffle fort, soulève la poussière ocre, fait claquer les tôles du hangar effondré. L'odeur est celle de la pierre sèche, du thym écrasé et de l'abandon. Je descends, les jambes lourdes, et pousse la porte du mas. Augustine est là, recroquevillée dans un vieux fauteuil canage défoncé, un plaid synthétique sur les genoux. Elle est maigre à faire peur, la peau presque transparente sur les os. Quand je m'approche, elle ne me reconnaît pas tout de suite. Puis un sourire fragile traverse son visage. « C'est toi, ma pitchounette ?» Je m'agenouille, la prends doucement dans mes bras. Elle sent le froid et la solitude. Je lui murmure que tout va changer, même si je n'ai aucune idée de comment. La première nuit, pas d'eau chaude. Les tuyaux ont éclaté l'hiver dernier. Avec un gros rouleau de ruban téflon et une lampe frontale, je rampe sous l'évier de la cuisine, répare ce que je peux. L'eau goutte encore quand je finis, mais moins fort. Ensuite, je balaie des années de terre et de feuilles mortes dans la chambre du fond, celle qui a encore un toit à peu près étanche. J'empile des couvertures en laine mérinos que j'avais gardées de la maison de Grasse, je fais un nid douillet près du poêle à bois que je remplis avec les branches mortes ramassées dans le vallon. Assise sur les marches extérieures, frigorifiée, je lance un appel vidéo à ma meilleure amie, Margot. « T'as une tête de déterré, mais je sais que t'es en acier trempé, » me dit-elle. « T'as déjà survécu à pire. » Je passe la main sur mon front couvert de poussière. J'ai cru que j'allais m'effondrer aujourd'hui. Mais voir Augustine comme ça me donne envie de tout casser ou de tout reconstruire. Je sais pas encore lequel des deux. Margot rit doucement. Déteste l'injustice demain matin. Ce soir, occupe-toi de la survie. Et demain, transforme cette terre morte en quelque chose qui nourrit. Je raccroche, les yeux secs cette fois. Je prends une grosse lampe torche et descends vers le hangar. Dedans, un cimetière d'outils agricoles, serpes rouillées, bêches tordues, vieux système d'irrigation en goutte à goutte des années 80. Je trie, je classe, je note mentalement ce qui peut servir. Je sais déjà que je ne vais pas mendier. Je vais faire pousser. 3 mois ont passé depuis cette nuit glaciale de décembre. Le Mistral a soufflé sans relâche, arrachant les dernières feuilles mortes des chênes kermès et des amandiers squelettiques. Mais sous les restanques, la terre commence à respirer autrement. J'ai labouré à la main et à la bêche les anciennes terrasses effondrées. Les mauvaises herbes ont été arrachées une par une, les cailloux entassés en nouveaux murets.
J'ai passé des semaines à analyser le sol avec un vieux kit acheté sur un marché de Manosque, pH presque parfait, bonne rétention d'eau en profondeur grâce à l'argile rouge locale, et surtout ce soleil qui cogne des mars. Idéal pour le maraîchage bio intensif haut de gamme tomates anciennes, courgettes fleurs, aubergines violettes de Valence, herbes aromatiques en profusion. J'ai vidé le peu qui restait sur mon compte pour acheter des semences certifiées bio, des variétés oubliées que les grands chefs adorent remettre au goût du jour. Avec des tuyaux de récupération, des bouteilles en plastique coupées en deux et un vieux réservoir en zinc trouvé dans le hangar, j'ai bricolé un premier réseau goutte à goutte. Chaque goutte compte quand l'eau de la source ne coule plus qu'au compte-gouttes en été. Les mains crevassées, les ongles noirs, je plante, je tuteur, j'arrose à l'aube et au crépuscule pour éviter l'évaporation. Augustine, les jours où son esprit est plus clair, s'assoit sur une chaise en paille tressée sous le figuier survivant. Elle me regarde faire, puis murmure. Mets un peu de cendre de sarment sous chaque plant de tomate, pitchounette. Ton grand-père jurait que ça faisait plonger les racines plus profond. Je l'écoute. Je mélange la cendre de la cheminée avec le compost que je fabrique dans un coin du terrain avec les déchets de cuisine et les tontes. Les jeunes plants poussent vite, presque trop vite. Je construis une première serre artisanale avec des arceaux en ferraille récupérés et une bâche épaisse achetée d'occasion à Digne. Dedans, je mets les semis les plus fragiles, basilic pourpre, piment doux, petites tomates cerises multicolores. Un matin de fin mai, je cueille les premières poignées. Les tomates sentent le soleil et la garrigue. Les aubergines sont fermes, brillantes. Je charge tout dans des cagettes en bois que j'ai poncées et repeintes, je mets une nappe à carreaux provençaux sur la table pliante, et je prends la route vers le marché paysan de Castellane, puis celui plus gros de Grasse le samedi. J'installe mon stand minuscule entre un fromager de Banon et une productrice de miel de lavande. Les autres me regardent de travers, une gamine de 24 ans, seule, avec des légumes qui sortent de nulle part. Je souris, je propose de goûter. Une femme d'une cinquantaine d'années, tailleur impeccable, lunettes de soleil posées sur la tête, s'arrête. Elle prend une tomate cœur de bœuf, la sent, mord dedans. Ses yeux s'écarquillent. Mon Dieu, ça a le goût de quand j'étais petite, chez ma grand-mère à Entrevaux. Vous vendez combien le kilo ? Je donne mon prix raisonnable, mais pas bradé. Elle en prend 3 kilos, puis appelle quelqu'un au téléphone. Nicolas ? Viens voir ça tout de suite. Tu vas pas le croire. 20 minutes plus tard arrive Nicolas, chef propriétaire d'une table bistronomique qui monte très vite à Cannes. Chemise en lin blanc, manches retroussées, tatouage discret sur l'avant-bras. Il goûte, mâche lentement, ferme les yeux. C'est dingue. Pas de goût d'eau, pas de grinous forcé. Vraiment du soleil et de la terre. Vous pouvez me fournir régulier ? Disons, 20 kilos par semaine pour commencer ? Je manque de lâcher la cagette que je tenais. Oui, bien sûr. Il me tend sa carte, un petit logo gravé en relief, la table de Nicolas. On se serre la main. Sa paume est calleuse signe qu'il travaille encore beaucoup en cuisine. Le soir, de retour au mas, je pose les cagettes vides devant Augustine. Elle a préparé une vraie soupe au pistou avec ce qu'on avait déjà récolté. On mange dehors, sous les étoiles qui brillent fort dans ce coin sans pollution lumineuse. Pour la première fois depuis 5 mois, je sens autre chose que de la fatigue dans mes épaules, une petite flamme d'espoir. Mais je sais que ce n'est que le début. 20 kilos par semaine, c'est minuscule. Il faut agrandir les planches, sécuriser l'eau, trouver d'autres clients. Et surtout, il faut que la terre tienne, que le Mistral ne casse pas tout, que les orages de grêle ne tombent pas pile sur les tomates. Augustine pose sa main ridée sur la mienne. T'as les mains de ton grand-père, maintenant. Pleine de terre et de courage. Je souris, mais au fond de moi je me dis, il reste 4 ans et demi avant le 5e anniversaire. Et je compte bien que Léa regrette chaque seconde de m'avoir jeté ici. 1 an et demi s'est écoulé depuis ce premier samedi à Grasse où Nicolas a mordu dans ma tomate cœur de bœuf. Le mas n'est plus le même. Les anciennes restanques, autrefois envahies de ronces, sont maintenant des planches impeccables, soutenues par des murets reconstruits à la pierre sèche. J'ai acheté d'occasion un petit tracteur d'enjambeuse qui ronronne chaque matin entre les rangs. Le réseau d'irrigation goutte à goutte court sur des kilomètres de tuyaux noirs, alimentés par un forage que j'ai fait creuser l'été dernier avec l'argent des premières grosses livraisons. Au centre du terrain, 3 serres professionnelles en polycarbonate remplacent la bâche artisanale, dedans poussent des variétés précoces de fraises des bois, des herbes rares, chiso pourpre, coriandre vietnamienne, verveine citronnée, et des micro-pousses que les restaurants 3 étoiles s'arrachent. Nicolas a tenu parole. Après 6 mois d'essais sans accroc, il a signé un contrat d'exclusivité.
je fournis exclusivement ces 3 restaurants, Cannes, Nice et maintenant un pop-up à Saint-Tropez, en légumes et aromates bio premium. Le virement mensuel arrive comme une horloge. Avec cet argent, j'ai refait le toit du mas en tuiles Canal neuve, installé un poêle à granulés performant et un ballon d'eau chaude solaire. Augustine dort dans une vraie chambre chauffée, avec des draps en lin lavande et un fauteuil Voltaire que j'ai chiné à la brocante d'Entrevaux. Et surtout, Augustine va mieux. Beaucoup mieux. Les repas réguliers, riches en légumes frais, les promenades quotidiennes dans les restanques, les visites d'un kiné et d'un neurologue à domicile, payées rubis sur l'ongle, la brume qui enveloppait son esprit s'est dissipée presque entièrement. Elle ne reste plus figée dans son fauteuil. Elle gère maintenant la comptabilité, factures fournisseurs, déclaration PAC, suivi des paiements clients. Elle tape sur un ordinateur portable avec une précision surprenante, ses lunettes sur le bout du nez, et me corrige quand je me trompe sur une TVA agricole. Regarde, pitchounette, t'as oublié de déduire les semences bio du coefficient majoré. On perd 800 € comme ça. Je ris, l'embrasse sur le front. Elle sent bon le savon d'Alep et la menthe poivrée qu'elle cultive elle-même dans une jardinière sur le rebord de la fenêtre. Mais la nature n'aime pas qu'on l'oublie. Mi-janvier, un gel noir descend des Hautes-Alpes sans prévenir. La température chute à 14 degrés C en une nuit. Les capteurs que j'avais installés dans les serrures sur mon téléphone à 3 heures du matin. Je cours pieds nus dans la cour, allume les chauffages d'appoint, déroule des voiles d'hivernage sur les planches extérieures les plus fragiles. Trop tard pour une partie des fraises et des jeunes plants de basilic. Au lever du jour, des milliers d'euros de culture sont réduits à des tiges noircies et molles. Je reste planté devant les rangs dévastés, les poings serrés, la gorge nouée. Augustine arrive en robe de chambre, une couverture sur les épaules. C'est pas fini, ma fille. On a déjà traversé pire. Je hoche la tête, ravale mes larmes. Pas le temps de m'apitoyer. J'appelle Samuel, le chef d'équipe que j'ai embauché il y a 6 mois, un ancien maraîcher bio de la Drôme, grand, calme, main comme des battoirs. Samuel, on commande tout de suite un système de chauffage par tube d'air chaud pour les serres principales et des capteurs connectés avec alerte SMS renforcée. Pas de discussion sur le prix. On ne se fait plus avoir par le ciel. Il acquiesce sans un mot, file passer les commandes. 2 semaines plus tard, les nouvelles installations tournent. On sauve le reste de la production hivernale. Pendant ce temps, Nicolas envoie une délégation, 3 chefs exécutifs de la côte, venus de Monaco et de l'arrière-pays varois. Ils marchent dans les allées, touchent les feuilles, goûtent les radis noirs, les carottes multicolores, les pousses de betterave. L'un d'eux, un homme aux tempes grisonnantes et au tablier encore taché de sauce, se tourne vers moi. Mademoiselle Loubet, ce que vous faites ici est exceptionnel. Pas seulement bio, c'est vivant. On triple la commande dès le mois prochain. Et on veut être vos ambassadeurs officiels sur la côte. Nicolas, à côté, sourit en coin. T'as entendu ? Triple. Prépare tes équipes. Ce soir-là, Augustine et moi ouvrons une bouteille de bandol rosé que j'avais gardée pour une grande occasion. On trinque sur la terrasse, face aux serres éclairées par les lampes horticoles. Les lumières font comme une constellation posée sur la colline. Tu sais, pitchounette, ton grand-père serait fier. Moi aussi. Je pose ma tête sur son épaule. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens presque en sécurité. Mais au fond de moi, je compte les jours. Le 5e anniversaire approche. Et je sais que Léa, quelque part dans sa bastide de Grasse ou dans un appartement chic à Lyon, commence peut-être à entendre parler de cette ferme bio qui explose dans les hautes terres. Je sais aussi que l'envie et la jalousie sont des moteurs puissants. Et je suis prête à l'accueillir. 4 ans ont filé comme le Mistral qui balaie les plateaux en novembre. La vallée n'est plus une vallée oubliée. Les restanques s'étendent maintenant sur 15 hectares cultivés en continu, planches surélevées, paillage permanent en paille de lavande, haies d'amandiers et de cyprès qui cassent le vent et attirent les pollinisateurs. Au cœur du domaine, 4 serres climatisées high-tech occupent l'ancien pré le plus plat. Elle rit fort quand un jeune apprenti fait une bêtise, elle engueule gentiment les fournisseurs qui livrent en retard, elle embrasse chaque nouveau plan comme un petit enfant. Un soir d'octobre, sur la grande terrasse suspendue qui domine les serres, elle me regarde avec des yeux clairs, presque jeunes. Tu sais, Camille, quand Léa m'a laissé pourrir dans ce mas froid, j'ai cru que c'était la fin. Aujourd'hui, je vis mieux qu'à 30 ans. Et c'est grâce à toi. Je pose mon verre de vin de Belley sur la table en pierre. C'est grâce à nous deux, Mamette. Et à la terre qui a pas oublié comment donner quand on la traite bien. Mais les rumeurs arrivent, portées par le vent du sud. D'abord des messages discrets d'anciennes amies de Grasse,
Ta sœur a l'air dans le pétrin, elle vend des meubles sur le bon coin. Puis un coup de fil d'un cousin éloigné, la Bastide est hypothéquée jusqu'au cou. Léa a investi dans des startups qui ont coulé, et maintenant la banque menace de saisir. Je n'éprouve ni joie ni pitié. Juste une froide constatation, les dettes ne pardonnent pas plus que la terre quand on la néglige. Le 5e anniversaire tombe un vendredi de fin novembre. Le ciel est limpide, le soleil encore chaud à midi. Vers 15h, une Porsche Cayenne noire dernier cri s'arrête devant les grilles automatiques en aluminium brossé. Léa descend côté passager, tailleur pantalon crème, escarpin Louboutin, lunettes de soleil oversized. À côté d'elle, un homme d'une quarantaine d'années, costume slim gris anthracite, montre trop grosse au poignet, Thierry, son fiancé, depuis 2 ans. Il reste figé devant les grilles. Derrière, on voit les serres scintiller, les tracteurs électriques qui glissent sans bruit entre les rangs, une dizaine d'employés en polo vert olive brodé au nom de la ferme qui charge des palettes réfrigérées. L'odeur de basilic frais et de terre humide monte jusqu'à eux. Léa enlève ses lunettes, plisse les yeux. C'est, ici? Thierry siffle entre ses dents. Putain, ça vaut combien ça, un truc pareil? 15 millions? 20? Je les fais entrer pas par gentillesse, par curiosité malsaine. On les installe dans la salle de réception, mur en enduit à la chaux, fauteuil en cuir vieilli, table basse en olivier massif. Une employée apporte de l'eau fraîche infusée au romarin et au citron du jardin. Léa tente le sourire de grande sœur compréhensive. Camille, ma chérie, on n'est juste passé te voir. Et voir mamie Augustine, bien sûr. On est de la famille, après tout. Je reste debout, bras croisés. Augustine est occupée à vérifier les bordereaux de livraison pour Monaco. Elle vous dira bonjour si elle en a envie. Thierry balaie la pièce du regard, s'attarde sur les trophées agricoles encadrés, meilleur producteur BioPACA 2024, prix de l'innovation agricole durable, sur la vue imprenable depuis la baie vitrée. Impressionnant. Vraiment. Tu as dû beaucoup travailler. Léa pose une main sur mon bras. Je recule d'un pas, on a traversé des moments difficiles, toi et moi. Mais le sang, c'est le sang. On pourrait peut-être discuter affaires? Elle sort de son sac une chemise en cuir contenant un projet de cession partielle. Moitié de la ferme, contre un prêt familial, qui effacerait ses dettes. Je la regarde droit dans les yeux. Tu veux la moitié de ce que j'ai construit avec mes mains, pendant que tu dilapidais l'héritage de papa et maman dans des investissements foireux et des vacances à Dubaï? Sa bouche se crispe. C'est pour la famille. La porte s'ouvre doucement derrière moi. Augustine entre, droite comme un i, dans une robe longue en lin beige, un châle en soie sauvage sur les épaules. Ses yeux sont vifs, perçants. Léa blêmit. Thierry recule d'un pas. Mamette s'approche de la table, prend le document, le déchire lentement, méthodiquement, en petits morceaux qu'elle laisse tomber comme des confettis tristes. Tu n'auras pas un caillou de cette terre, Léa. Ni un brin d'herbe. Ni un centime. Cette propriété est protégée par un trust irrévocable depuis 2 ans. Et même si ce n'était pas le cas, je ne te laisserai jamais approcher à moins de 100 mètres. Léa explose. Tu étais une charge. Une vieille folle qu'on devait nourrir. J'ai fait ce qu'il fallait. Augustine sourit un sourire froid, presque serein. Et regarde ce qu'il fallait a donné. Moi, je suis vivante. Camille est libre. Et toi tu trembles devant une porte que tu as toi-même fermée. Je fais un signe discret. 2 agents de sécurité, d'anciens gendarmes mobiles reconvertis, entrent, impassibles. Raccompagnez-les à leur véhicule, s'il vous plaît. Léa hurle encore dans le couloir, Thierry marmonne des insultes à voix basse. La Porsche démarre en trombe, soulève un nuage de poussière ocre qui retombe lentement sur le gravier. Le silence revient, seulement troublé par le bourdonnement discret des ventilateurs des serres. Augustine pose sa main sur mon épaule. C'est fini, pitchounette. Je respire profondément. Non. C'est seulement le début de la vraie paix. Quelques mois après cette confrontation glaciale de novembre, le karma n'a pas eu besoin de se presser, il est arrivé en silence, comme un orage d'été qui s'annonce par un ciel qui s'assombrit sans vent. La Bastide de Grasse a été saisie par la banque en février. Les photos sont apparues sur les sites d'annonces immobilières de luxe, propriétés d'exception avec vue panoramique sur les Préalpes, à rénover entièrement. Léa y avait laissé des traces de son passage, meubles design à moitié payés à crédit, œuvres d'art contemporaine achetées aux enchères pour impressionner, une piscine à débordement qu'elle n'avait jamais vraiment remplie. Tout a été vendu aux enchères publiques.
Elle s'est retrouvée dans un appartement de 3 pièces à la périphérie de Lyon, avec Thierry qui a disparu dès que les huissiers ont sonné à la porte. Plus de fiancés, plus de comptes gonflés, plus de stories Instagram avec des brunchs à 150 € par personne. Un soir de mars, alors que je termine les comptes du mois sur la grande table en noyer de la salle à manger, mon téléphone vibre. Numéro masqué. Je décroche par réflexe. Des sanglots étouffés, une voix cassée. Camille, c'est moi. S'il te plaît, j'ai plus rien. J'ai besoin d'aide. Juste un peu d'argent pour repartir. On est sœurs, quand même. Je reste silencieuse quelques secondes, le temps que les mots se posent. La sœur que tu cherches est morte il y a 5 ans, Léa. Dans le bureau du notaire à Castellane, quand tu as signé pour tout prendre et que tu m'as jeté les clés d'un mas pourri avec mamie dedans. Elle hoquette, essaie de parler encore. Je regrette, j'étais jeune, j'avais peur. Tu avais 32 ans. Tu savais exactement ce que tu faisais. Bonne chance pour la suite. Je raccroche. Je bloque le numéro. Puis je supprime le contact, les messages archivés, les photos de famille où on souriait encore. Je ne ressens ni colère ni tristesse. Juste le calme d'une page tournée. Dehors, le printemps provençal explose, les amandiers en fleurs font comme une neige rose sur les collines, les abeilles bourdonnent dans les lavandes précoces, les serres sont pleines de plants de tomates qui attendent le repiquage. Augustine prépare une ratatouille avec les derniers légumes d'hiver et les premières courgettes tendres. Elle chante doucement une vieille chanson de Ferrat en épluchant les oignons. On dîne sur la terrasse, face au vallon qui descend vers la route de Castellane. Le soleil se couche derrière les crêtes, peint tout en orangé et violet. Augustine lève son verre d'eau pétillante au romarin. À nous, pitchounette. À la terre qui pardonne quand on la respecte. Et à ceux qui n'ont pas su. Je trinque avec elle. À nous. Les mois suivants passent dans une routine belle et exigeante. On embauche 2 apprentis supplémentaires, on ouvre un petit point de vente direct à la ferme le samedi matin, des cagettes personnalisées, des bouquets d'herbes aromatiques, du miel de lavande que produit un apiculteur voisin. Les touristes commencent à venir, pas pour des selfies, mais pour acheter, goûter, discuter avec Augustine qui raconte les secrets des anciens. Un jour d'été, Nicolas arrive avec un camion réfrigéré vide et une bouteille de champagne millésimée. On ouvre une nouvelle adresse à Monaco. On veut que tes légumes soient la signature du menu dégustation. Et on met ton nom sur la carte, légumes des restanques d'Augustine. Je signe le nouveau contrat, plus gros, plus long, plus sécurisant. Augustine applaudit comme une enfant. Le soir, je monte sur le toit terrasse végétalisé. Je m'assois au bord, les jambes dans le vide, face à l'immensité des champs qui scintillent sous les lampes solaires. Le Mistral est calme ce soir-là. Je ferme les yeux et je respire. Thym, terre chaude, celle lointain de la mer qui arrive parfois jusqu'ici. 5 ans plus tôt, j'étais une fille brisée qui poussait une porte pourrie avec une grand-mère mourante dans les bras. Aujourd'hui, je suis chez moi. Vraiment chez moi. Et la terre, fidèle, continue de donner.